Pourquoi sur tel sujet? Pourquoi le processus exige un stage? Qu'est-ce que ça apporte? Quel est le lien entre ces exigences et une compétence qui est requise au regard de la protection du public pour exercer en contexte québécois? Pourquoi cet outil plutôt qu'un autre? Questionnement des méthodes. Pourquoi un examen par-dessus une formation universitaire de 2e cycle et par-dessus, en plus, un stage de 1 an, 2 ans? Pourquoi? À quoi ça sert? Ne sont-ils pas évalués à l'université par une multitude d'examens? Ne sont-ils pas évalués dans leur stage? Pourquoi un examen par-dessus un examen d'admission? Bien, la justification, c'est qu'on va à la source des choses. Et quand un homme professionnel me dit, bon, on a toujours fait ça, est-ce une justification? Non. Eh bien là, la transition vers une prise de conscience, une nouvelle culture pour l'ordre professionnel, c'est que lorsqu'on dresse une barrière, il faut dire pourquoi on la dresse. Il faut dire pourquoi elle est formulée, elle est mise à cette hauteur-là. Et pour nous, tant l'exigence, c'est-à-dire la norme, que le processus doivent trouver une justification. Quand l'Ordre des ingénieurs demande 3 ans d'expérience comme ingénieur junior, dont 1 an d'expérience au Canada, pourquoi au Canada? C'est quoi, quelle est la compétence à acquérir et qui ne peut s'acquérir qu'au Canada en faisant le travail d'ingénieur et qui est nécessaire pour la protection du public ici? Eh bien, c'est une tradition, ça a toujours été comme ça. Eh bien, toute exigence, je fais une petite parenthèse ici, toute exigence d'expérience locale, c'est-à-dire ici, pour pratiquer ici, et à sa face même, une discrimination, selon la Commission ontarienne des droits de la personne, auquel s'associe la Commission québécoise des droits de la personne. Ils sont tout à fait d'accord avec l'orientation prise par la Commission des droits de la personne de l'Ontario. Alors, et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il faut trouver une justification à ça. Il faut, pas trouver, en tout cas, il faut présenter une justification. Et lorsqu'on a posé une question aux autorités réglementaires, les ingénieurs à travers le Canada, ils ont une fédération, ils disent, on va vous trouver une justification. Je dis, quoi, vous ne l'avez pas déjà? Eh bien, voilà. Eh bien, il faut poser la question. Pourquoi c'est là? Pourquoi on demande ça? Alors ça, c'est quelque chose, parce que là, on va à la base de tout, là. Avant de dire que la décision est juste, mais bien appliquée, les normes sont bien appliquées et tout, il faut questionner pourquoi on me demande ça. En quoi c'est pertinent à la pratique au Québec et que c'est à ce point important pour la protection du public. Si on n'est pas capable de le dire, c'est parce que ça n'apparaît pas justifié. Et moi, je questionne ça. Deuxième enjeu de la reconnaissance des compétences, c'est la qualité de la décision. Si les exigences et les processus sont justifiés, comment l'ordre professionnel s'acquitte de son travail de réviser les dossiers et de rendre sa décision? Est-ce que c'est un comité? Comment le comité est formé à faire ce travail-là? Comment travaille-t-il? Si on est 5 membres de comité, par exemple, chacun regarde les dossiers, on arrive au comité, puis bon, celui-là, oui, non, oui, non, oui, non, puis on fait une moyenne de tout le monde, puis bon, puis ça a l'air que c'est bon, voilà. Non, il faut avoir l'enrichissement de la discussion. Chacun arrive avec son propos. Parce que les membres de ces comités d'admission proviennent de divers univers, de la pratique, du monde de l'enseignement. Alors, il faut une discussion là-dessus, la richesse de la discussion, pour qu'un point de vue de l'un puisse influencer l'autre. On ne peut pas dire bêtement, bon, ben, on fait le décompte, puis tout le monde dit oui, donc c'est oui. Ou tout le monde dit non, ou la majorité dit oui, ou la majorité dit non. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et il y a des comités qui peuvent fonctionner comme ça, pour essayer de liquider plus de travail en moins de temps. Alors, donc, la qualité de la décision est importante. Premièrement, dans la communication, c'est-à-dire comment on communique ces choses-là, comment on s'assure que la personne comprenne bien ce qu'on lui demande à fournir pour son dossier, comment on communique l'information aussi en termes de décision, en termes de prescription, pour que la personne comprenne la nature de ce qui lui est demandé, comprenne aussi le raisonnement qui soutient la décision. Les méthodes, les approches, on en a parlé, mais aussi l'efficacité et l'efficience du processus. Il y a un homme professionnel, son comité était composé de bénévoles, il ne s'est pas réuni depuis 6 mois parce qu'on avait de la difficulté à agencer des agendas. Hein?
Alors, il y avait rarement des gens disponibles au même moment, et puis c'est difficile. Mais là, change-les. J'ai des gens qui attendent. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Trouve-en d'autres. Ou force-les, fais quelque chose, là, sois plus actif. Alors, l'efficacité et l'efficience du processus, des fois, là, c'est pénible. Le troisième grand enjeu en reconnaissance des compétences, c'est les suites à la décision. Qu'est-ce qui se passe après? Ça peut être légitime, ça peut être appuyé, soutenu, justifié d'exiger une formation d'appoint, mais est-ce qu'on y a accès? On exige des stages dans certains cas, mais est-ce qu'on y a accès? Et là, pouf, ah ben là, ça ne relève pas de moi. C'est le ministère de la Santé qui doit débloquer des places de stage. C'est l'université qui s'en occupe. C'est l'université qui s'occupe à la fois pour ses propres étudiants que pour ceux qui ont une prescription de l'ordre professionnel. Et là, curieusement, les universités, face à une pénurie de places de stage, qui nous disent « je vais favoriser mes étudiants avant les... » Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut y aller, mais ça ne sera pas sur des critères comme ça là, que va se décider les assignations de places en stage. Alors, il faut absolument que la suite de la décision soit réfléchie, soit fluide, que l'ordre professionnel et ceux qui ont la responsabilité d'offrir les places de stage et de formation d'appoint, que ces gens-là se parlent et qu'il se passe quelque chose qui s'appelle la coordination, de la fluidité. Le quatrième enjeu en connaissance des compétences, c'est la gouvernance des mécanismes. Là, ça, c'est une petite nouveauté que j'apporte. C'est tout ce qui a trait à qui décide et avec quel contrepoids de surveillance, d'imputabilité et tout et tout. Je vous parlais tout à l'heure des tierces parties. L'ordre professionnel qui délègue quelquefois même l'énoncé de la norme, de son exigence à une association pan-canadienne, ou qui délègue l'évaluation des dossiers des candidats à une entité pan-canadienne. Le Collège des médecins fait ça avec le Conseil médical du Canada, qui, en passant, lui, sous-délègue un organisme américain. Vous vous plaignez de quelque chose, qui allez-vous voir? C'est intéressant, hein? Ben voilà. La gouvernance des mécanismes, c'est si on délègue quelque chose, on garde le contrôle sur la personne qui fait le travail à notre place. Pour la simple et très, très bonne raison, c'est que l'ordre exerce ici un mandat de l'État et des pouvoirs de l'État. Il ne peut pas sous-déléguer sans garder un contrôle et sans que l'État soit au courant de cette sous-délégation-là, parce qu'elle deviendrait illégale. Langage de juriste. Alors, mais dans le bon sens aussi, il nous dit que ça n'a pas de bon sens. C'est-à-dire que tu délègues quelque chose à quelqu'un, tu dis, bah, c'est pas moi, c'est l'autre. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, il faut que l'ordre professionnel se responsabilise sur l'ensemble du processus, et particulièrement les choses qu'il a déléguées à quelqu'un d'autre pour le faire à sa place. Il faut qu'il s'assure que cette tierce partie applique les normes québécoises, applique notre sensibilité dans la façon d'appliquer ces normes-là, le fasse d'une façon raisonnable, équitable, transparente et tout, à des coûts raisonnables, parce que curieusement, c'est devenu des boîtes à fric, là, c'est le Bureau national d'examen de je ne sais pas quoi, là, ça coûte des milliers de dollars. Quand on visite leur bureau, d'ailleurs, c'est très luxueux. Je ne sais pas pourquoi. Alors, donc, il faut que l'ordre professionnel suive la personne ou l'entité qui fait le travail à sa place. Et il faut qu'il y ait un rapport d'imputabilité, il faut que cet organisme-là fasse rapport à l'ordre professionnel. Parce que l'ordre professionnel, lui, doit faire rapport à l'autorité publique québécoise, au commissaire, à l'office, au ministre, à l'Assemblée nationale. Donc, l'ordre professionnel ne peut pas dire « pas moi ». L'ordre professionnel doit être responsable et demeure responsable de tout ce qui intervient dans le processus pour la délivrance de son permis. Voici les quelques principes qui nous guident, nous, au bureau du commissaire, qu'on a développés au fil des 5 dernières années, mais qui nous viennent de bien avant, dans le domaine de la reconnaissance des compétences. Le principe d'égalité, traitement égal des gens, qu'il n'y a pas de discrimination. Sauf que l'égalité, ça peut être une discrimination. On passe tous par le même processus, les Québécois comme les autres. Ah bon? Sauf que, justement, les autres, étant donné la nature et la façon avec laquelle ton processus est organisé, les autres se trouvent, de par leur situation, de par leurs caractéristiques, à être en perte de capacité face à ce processus-là. Et c'est pour ça que l'équité vient.
L'équité, c'est de l'égalité ajustée. C'est-à-dire, on va tenir compte des caractéristiques de la personne, parce que ces caractéristiques-là font qu'en tant que groupe, les gens membres qui ont ces caractéristiques-là vont être nécessairement désavantagés dans le processus tel qu'il est mis en place. Alors, c'est pour ça qu'égalité et équité viennent toujours ensemble. Mais l'équité, elle se manifeste de 3 façons. L'équité dans le processus, c'est-à-dire l'équité procédurale, c'est une affaire de juriste, ça. Alors, lorsqu'on risque de prendre une décision qui va affecter les droits d'un individu, on lui donne le droit de se faire entendre. D'habitude, c'est des règles de droit criminel, ça. Mais la Cour suprême du Canada et les démocraties occidentales l'ont élargi pour dire, c'est pas seulement les criminels, parce que eux, c'est l'atteinte à leur liberté, ils se font mettre en prison, mais c'est aussi toute décision qui a un impact sur les droits assez fondamentaux des individus. Et le droit au travail, le droit de gagner sa vie, c'est un droit fondamental en quelque part. Alors, si on affecte ça par une décision de délivrer ou non un permis, bien, il est préférable d'appliquer des règles d'équité procédurale, c'est-à-dire avant de rendre une décision, et c'est d'ailleurs ce que dans tous les règlements des ordres professionnels en matière d'équivalence, on donne l'occasion à la personne de se faire entendre, d'émettre son point de vue sur la décision à venir, la recommandation qui va être soumise à la décision. Donc, l'équité dans le processus. L'équité dans le fond aussi. Le fond, c'est la décision même. Est-ce que ça a du bon sens? Est-ce que c'est équitable, cette décision-là? Mais il y a aussi l'équité, ça, on l'oublie souvent, dans la relation. C'est-à-dire dans le rapport humain entre l'ordre professionnel, ses représentants, et le candidat. Donc, c'est l'attitude. Et ça, c'est quelque chose que je mets beaucoup en évidence parce qu'on peut être froid quand on applique des normes. On peut se réfugier derrière le règlement. La loi est dure, mais c'est la loi. Hein? L'expression latine, dura lex, sed lex. Alors, non, ce sont des êtres humains. Vous êtes des êtres humains, bien que représentant une institution qui existe par la loi, mais dans l'équité relationnelle, c'est de bien traiter les gens. Et quelquefois, j'ai eu à intervenir, comme dans beaucoup d'organisations d'entreprises, il y a des problèmes dans l'attitude de certaines personnes. L'objectivité, la transparence, l'ouverture, la cohérence, l'efficacité, l'efficience, la responsabilité, en fait, qui est l'imputabilité, et l'amélioration continue, c'est-à-dire qu'il faut se revoir. Aux États-Unis, l'examen et même le stage, pas juste l'examen, mais le stage des architectes est revu à tous les 5 ans, 3-5 ans. Je me pose la question si l'examen de l'Association canadienne des architectes a été revu récemment. Eh bien voilà, il faut toujours revoir pourquoi on fait les choses. Il ne faut pas juste en rajouter. Il faut revoir la cohérence globale, la justification globale et de ce qu'on fait. Donc, l'amélioration continue, c'est un principe en reconnaissance des compétences. D'autant plus, comme je vous disais, que les méthodes évoluent et qu'il y a des choses qui peuvent être plus intéressantes aujourd'hui à utiliser, moins onéreuses, moins lourdes pour le candidat et tout en étant aussi crédibles pour soutenir une décision. Et il y en a un que je n'ai pas mentionné, mais que je garde toujours pour le dernier, puis finalement, je pense que je vais le mettre à la fin, à un moment donné, c'est le caractère raisonnable. Et ça, c'est le grand principe. C'est qu'au-delà de la technicité, au-delà de toutes ces autres considérations, on ressent quelque chose face à un dossier. Bon, on se dit, est-ce que c'est raisonnable de demander ça pour avoir ça? Est-ce que c'est raisonnable? On le sent là dans le fond de soi-même. On a quelque chose de viscéral et de physique. On a un malaise et on le ressent physiquement. C'est pas raisonnable, c'est pas correct. On ne peut pas dire que c'est inéquitable ou égal. C'est juste que nous sommes des êtres humains, puis il fallait mettre la dimension humaine là-dedans aussi. Le caractère raisonnable, là, c'est le fourre-tout des impressions, des émotions qu'on ressent quand on regarde ce dossier-là, puis on se dit, globalement, en prenant du recul, là, en oubliant toute la technicité, est-ce que ça a de l'allure, tout ça? Ah ben si c'est non, il va falloir le revoir. Et quelquefois, on a utilisé la caractérisation de raisonnable ou de déraisonnable dans nos rapports. C'est vrai que les tribunaux l'ont utilisé souvent pour la révision judiciaire et tout, fait que les avocats n'ont pas aimé quand j'ai utilisé ça une fois, mais je leur ai expliqué que c'est un mot du dictionnaire et non pas un mot de la loi, qui a été, oui, utilisé dans un contexte des tribunaux pour la révision judiciaire des décisions de l'État, sauf qu'on peut avoir le sens commun des choses,
parce qu'on vit en société, puis dans la société, c'est le sens commun des choses qui prime. Alors, le caractère raisonnable, pour moi, c'est quelque chose de très important, et ça amène les gens à réfléchir au-delà de la technicité. Ce dossier-là n'a pas à être traité de façon uniquement technique. Maintenant, on va arriver au rôle et attitude des organismes. Quel est votre rôle dans tout ce grand panorama, ce grand monde de la reconnaissance des compétences, et tout particulièrement celle qui vise la délivrance d'un permis d'un non professionnel? Bien, moi, mis à part votre mission, puis tout ce que vous avez décidé de faire et que vous faites bien, moi, ce que je vous dirais, c'est qu'auprès du candidat, des organismes comme Promis ou d'autres, ce qui est important, c'est d'informer et soutenir le candidat quant au recours qui s'offre à lui. Donc, la référence, les coordonnées, la brochure, informer la personne, mais la soutenir aussi, c'est-à-dire l'encourager à le faire pour vaincre les résistances, la réticence à se plaindre. Si jamais vous vous placez en mode d'accompagnement de la personne, moi, ça me fait plaisir de vous voir. Si vous accompagnez quelqu'un parce qu'elle est gênée, elle est craintive et tout, ça va. Sauf qu'il faut que ce soit un apport positif. Vous n'êtes pas l'avocat d'eux. Et même s'il y avait un avocat, moi, mon devoir est envers l'individu et non pas à l'égard de l'avocat ou d'un organisme qui l'accompagne. Si vous placez en accompagnement ou en représentation, soit juste au début ou même tout le long du processus d'examen de la plainte, merci, mais vous allez être bien accueilli si vous participez de façon positive au processus et que vous êtes facilité dans la démarche. J'ai déjà vu un organisme, au début, il y a 5 ans, qui, lui, se plaçait en intermédiaire et je ne pouvais pas parler au plaignant. Pire, l'organisme utilisait le cas du plaignant pour monter tout un dossier, pour aller sur la place publique et faire un grand lynchage public des institutions, quitte à même une procédure devant les tribunaux. Alors, à un moment donné, j'ai dit à la personne qui dirigeait cet organisme, j'ai dit, là, tu n'aides pas la personne. Cette personne-là veut un permis, elle ne veut pas se retrouver sur la place publique à pleurer sur son sort et à dénoncer tout le système. Alors, il y a des solutions. Je les vois, les solutions. Laisse-moi faire mon travail. Et si tu ne me laisses pas faire mon travail, je te sors du décor. Et la personne, moi, je vais avoir un lien direct avec. L'organisme a bien compris, s'est calmé. Ça a pris du temps, mais ça a été très utile pour la personne parce que je pense que, d'ailleurs, elle a son permis maintenant. Ça a été pénible, ça a été difficile. Il y avait même de mauvaises communications avec l'ordre professionnel, je crois, du fait de l'intervention de cet organisme qui détournait un peu les finalités de l'individu comme les finalités de mon propre processus de plainte. Alors, je n'étais pas content de la chose et j'ai dû recadrer l'organisme. Je vous le dis parce que c'est arrivé. Je ne vous le dis pas parce que je pense que vous êtes comme ça, mais je vous le dis parce que c'est arrivé. Faites-nous confiance. Nous, on va traiter les choses correctement. Et ne vous placez pas en opposition. Et surtout, assurez-vous d'aller dans le sens des intérêts du candidat et non pas à l'encontre des intérêts du candidat pour un positionnement d'organisme ou institutionnel qui vous plairait d'avoir. Ce n'est pas la chose. Si vous ne respectez pas les processus, je sors les organismes du processus. C'est tout aussi simple que ça. Alors, à l'égard du commissaire, vous et moi, ben, c'est le dialogue et des discussions sur les problématiques rencontrées. Ça peut être des cas individuels que vous nous référez, ça peut être un sentiment d'avoir compris des choses et que ce serait bon que nous le sachions, nous, au bureau du commissaire, pour influencer notre regard ou aiguiser notre regard sur les problématiques. Alors, lorsque vous avez de tels témoignages, vous avez, parce que vous êtes quand même des organismes qui suivez les choses, et vous êtes capable de réfléchir un peu plus haut que l'individu qui subit la situation, bien, ce dialogue-là, moi, j'y tiens beaucoup. C'est pour ça que je rencontre la TCRI et d'autres regroupements et même des organismes individuels. Et c'est pour ça que nous faisons une tournée ces temps-ci des organismes, parce qu'on a besoin d'être alimenté par votre regard. On en sait beaucoup, mais le plus qu'on en sait, mieux c'est.
Je vais terminer par... vous êtes le premier organisme à qui je livre ce petit message. Ça pourrait être le sujet d'une présentation, d'une seule présentation. Mais le message que je lance, c'est celui d'avoir une vision commune. Premièrement, de se mobiliser. Là, vous allez dire, ouais, ben ça, c'est du langage de communicant, ça sert à toutes les sauces. Oui. Mais là, il y a une substance derrière ça. Il y a des réalités derrière ça. Premièrement, il faut s'engager envers la réussite des personnes immigrantes et de notre société. Et comment? Ben, en faisant chacun sa part. Et quand je dis chacun, c'est le candidat, bien entendu, les ordres professionnels, les établissements d'enseignement, les gouvernements, les organismes, les employeurs. Tout le monde se renvoie la balle. Oh, ben, c'est pas moi. Ah, telle affaire, bon, ben, ça, c'est les universités qui ne veulent pas donner la formation d'appoint. Je m'en dégage. On n'avertit même pas le candidat que ça risque d'être difficile. On fait cette petite affaire, puis prochain bureau, c'est pas de mes affaires. Alors là, ça devient une maison de fous. Le Québec a l'air d'une maison de fous quand on ne se parle pas, quand on n'est pas mobilisé derrière une vision commune. Et une vision commune, ça veut dire aussi qu'il faut se sentir responsable du tout. On ne peut pas seulement dire, mais c'est l'autre. Mais l'autre, tu l'alimentes. L'autre, tu peux même le mettre en scène dans tes propres informations pour dire, la prochaine étape sera ça. Vous risquez d'avoir X, Y, Z, comme quelques années, l'Ordre des pharmaciens disait, le programme de formation d'appoint pour les pharmaciens étrangers, c'est l'université qui s'en occupe. Alors, il ne mettait rien sur son site Internet. Il disait qu'il fallait faire ce programme-là, mais il ne disait rien. Il aurait pu préparer la personne pour dire, il est possible que vous ayez des étapes de sélection étant donné que les places sont limitées. Voyez avec l'université, c'est déjà bien. Mais quand la personne cogne à la porte de l'université lui dit, bon, ben là, tu as un examen, une entrevue, il faut que tu me fasses une lettre de motivation parce que là, il faut sélectionner. La personne est tout à fait surprise, mais moi, j'ai une prescription de l'ordre professionnel, c'est pas automatique? Non, c'est pas automatique. Mais si l'ordre professionnel avait communiqué pour justement faire le pont avec l'étape suivante, de parler, premièrement, avec celui qui gère l'étape suivante, qui n'était pas toujours le cas, et de faire le pont, de s'arrimer, et que on sent qu'il y a une fluidité, on sent que la personne n'est jamais laissée entre deux chaises. Eh bien, ça, là, c'est se responsabiliser pour le tout. Et qu'il n'y ait pas de délai. De prendre conscience que ce qu'on fait peut apporter du délai à l'autre. Actuellement, on est en train de faire une étude sur l'exigence d'une évaluation des besoins du marché du travail que le ministère de l'Immigration fédérale impose à toute personne qui n'est pas résident permanent, qui n'est pas citoyen, pour pouvoir venir travailler ici. Mais il y a des gens qui ont besoin de ça pour faire leur stage. Parce que leur stage, c'est d'être au travail. Eh bien, il n'y a que les médecins où ça se fait automatiquement. Les autres, ils sont perdus. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Alors, mais ça ajoute des délais. Et personne, même les ordres professionnels, n'étaient pas au courant de tout ça. Certains n'étaient pas au courant. Donc, ils imposent un stage, mais si la personne vient de l'étranger et qu'elle n'a pas le statut ici pour travailler, bien, il faut qu'elle demande un permis de travail avec une évaluation que si elle prend la job de quelqu'un ici et tout, c'est 1 000 $ payé par l'employeur. L'employeur va dire, mais je veux bien te donner un stage, je vais vous payer 1 000 $ pour ton stage. Alors, mais pourquoi on demande ça pour des gens qui ne se destinent pas, en tout cas pas encore, à l'immigration, mais qui vont juste être ici 3 mois pour faire leur stage? Pourquoi est-ce qu'on demande ça? Ils ne viennent pas voler la job d'un autre, c'est clair. Et ils risquent d'être un immigrant un jour et vous déciderez à ce moment-là, lorsque la personne aura fait sa demande, si vous l'acceptez ou non, s'il y a un besoin dans ce domaine-là et tout. Mais là, il vient faire un stage. Alors là, ça, c'est un exemple de surprise, c'est un exemple de piège, c'est un exemple d'impasse, c'est un exemple de manque de coordination, c'est un exemple de ne pas être responsable du tout. Ne pas se sentir responsable de la globalité du processus. Alors, c'est très important que tous les joueurs dans une démarche de reconnaissance et d'intégration prennent conscience qu'ils forment une chaîne et qu'ils doivent participer à l'objectif ultime. Mais aussi, chacun doit tenir compte de la perspective des personnes migrantes, sa situation professionnelle et personnelle. Ils doivent réaliser que la protection du public, par exemple, qui est souvent évoquée, c'est un beau principe, mais ça n'autorise pas de faire n'importe quoi.
Ça n'autorise pas à être insensible à certaines réalités. Le système d'éducation qui dit, bon, ben là, les formations ne sont que de soir, parce que moi, mes cours de jour, c'est pour d'autres choses. Alors, les formations pour les personnes formées à l'étranger, c'est le soir. Oui, mais avez-vous pris conscience qu'il y a des responsabilités familiales pour certaines personnes? Est-ce que vous avez là une mesure d'accessibilité à la formation d'appoint? Déjà qu'elle soit là, c'est bien, mais vous ne la rendez pas accessible. La situation professionnelle et personnelle, c'est aussi que la personne a des ressources limitées. Si le processus qui lui est prescrit va au-delà de ses ressources pour sa subsistance, il va falloir être au rendez-vous, la soutenir, l'aider. A fortiori, si c'est une personne qui se destine à un domaine en pénurie. On en a besoin. Alors, c'est un investissement. Il faut qu'Emploi Québec ou autre, ou l'argent qui nous vient du fédéral, n'ait pas des contraintes. Il faut soutenir la personne financièrement pour sa subsistance le temps qu'elle finisse ses choses. Alors, quand on tient compte de la perspective des personnes immigrantes, c'est-à-dire qu'il y a une fluidité, qu'on ne perd pas de temps parce que les choses s'épuisent. Vous savez ce qui s'épuise chez un individu? Bien entendu, son argent, mais aussi sa motivation. Mais ce qui s'épuise quand le temps file, c'est aussi sa compétence elle-même, puisque sa compétence n'est plus tout à fait au goût du jour. Quand ça prend 2-3 ans avant de pouvoir repratiquer, avoir le plein permis pour le faire au Québec, ça veut dire que ça fait 3 ans qu'on n'a pas pratiqué. Et quelquefois, il y a des mécanismes qui vous retardent tellement que là arrive la guillotine de « Ah, ben vous avez été éloigné de la pratique pendant tant d'années, notre règlement dit vous ne pouvez plus. » Mais là, c'est parce que c'est à cause de vous, là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, voyez, là, quand on réfléchit, quand on se mobilise, qu'on s'engage envers la réussite et non pas à être rigoureux, à appliquer ces mécanismes, quand on s'engage envers la réussite non seulement des personnes immigrantes, mais ce que ça veut dire, c'est-à-dire la réussite de notre société, quand on tient compte de la perspective des personnes immigrantes, qu'ils ont une date de péremption, pour ainsi dire, sur bien des choses, leurs ressources, leurs compétences et leur motivation, quand on se mobilise pour ça, on fait notre travail comme du monde. Et on évite la chose la plus dramatique pour une société, le décrochage professionnel qui amène souvent le décrochage socio-culturel. Je sais qu'il y a des études actuellement, chercheurs en intégration, en immigration, qui pointent vers ces enjeux de décrochage et qui amènent pire pour une société, un décrochage socio-culturel. Le décrochage socio-culturel, c'est que la personne s'isole dans son contexte culturel d'origine. Elle n'est plus en communication avec son pays d'adoption parce qu'elle n'est pas rentrée dans les canaux d'intégration habituels qu'amène le marché du travail. Donc, elle reste dans un contexte, quelquefois même un contexte familial. Il y a un repli sur soi, un repli culturel. Et c'est ça qu'il faut éviter. Une société là, qui accepte que des gens aboutissent dans une impasse comme celle-là et qui se retrouvent dans un repli socio-culturel, ça, là, c'est un désastre, à mon avis. Alors, nous avons tous, candidats, ordre professionnel, établissements d'enseignement, gouvernement, organismes et employeurs, nous avons tous une responsabilité par rapport à des échecs comme ça. Parce que s'il y en a un qui traîne, parce qu'il est dans ces petits processus depuis 40 ans, puis qui ne veut pas tenir compte de l'autre et qui ne se sent pas interpellé dans la fluidité du cheminement de la personne immigrante, mais ces joueurs-là viennent d'ajouter un 6 mois de plus. 6 mois qui peut être dramatique pour certaines personnes. C'est trop long. Je m'épuise. Je perds même le regard de mes proches sur ma valeur comme individu. Vous savez, le drame là, qui s'amène, alors c'est ça qu'il faut éviter. Alors moi, je pense que, et beaucoup d'autres le pensent, que le décrochage professionnel et socio-culturel, c'est un compte à rebours. Il faut tout faire pour éviter d'arriver à ça. Les comptes à rebours, il y a bien des gens qui disent que ça se trouve autour de 2-3 ans. Et pour les plus motivés, c'est vrai qu'il y en a qui décrochent avant. C'est vrai qu'il y en a qui sont moins forts pour soutenir la motivation, le risque, l'anxiété.
C'est vrai qu'il y en a qui sont moins forts, comme dans toute société. Ça dépend de la personnalité. Mais globalement, là, après 2-3 ans, si tu n'as pas abouti, là, c'est fini. Pour toi-même, tu le décides pour toi-même, ça s'installe dans ta vie. C'est fini. Alors moi, je pose un jugement sur tout processus qui implique tous ces acteurs et qui ne permet pas à quelqu'un, en dedans de 3 ans, d'aboutir et d'avoir ce passe-partout de l'intégration, de sa réussite, de son bonheur, comme il l'a souhaité ici. Je pose la question. Je questionne ces processus-là. Alors, il faut tout faire pour ne pas en arriver là. Alors, c'est un peu le message que je voulais vous livrer en toute fin. Et vous avez les coordonnées du bureau du commissaire. Et puis, je suis ouvert à échanger avec vous sur les réalités que vous observez. Des cas individuels, sans trop les nommer, s'il vous plaît. On s'en parlera un autre tantôt lorsque la confidentialité s'appliquera de par nos processus. Mais je suis ouvert à la discussion, à l'échange avec vous. Je vous remercie.